Au Cameroun, au moins 25 combattants séparatistes ont été tués dans des combats mardi dans la région anglophone du Nord-Ouest, une région en conflit depuis plusieurs mois. On en parle en début de ce journal. Au Tchad, des combats violents ont opposé depuis lundi l'armée tchadienne à un comité d'autodéfense d'habitants du massif du Tibesti, une région en proie à des fréquents affrontements depuis fin août dernier. Et puis, la conférence internationale sur la Libye en Italie a été plombée par les divisions entre Libyens d'une part et entre pays tiers impliqués d'autre part. L'Italie estime que le processus de stabilisation de la Libye doit être laissé aux Libyens. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Au Cameroun, au moins 25 combattants séparatistes ont été tués dans des combats mardi dans la région anglophone du Nord-Ouest, une région en conflit depuis plusieurs mois. Les séparatistes ont été tués lors de 3 accrochages enregistrés à Mbot, localité située dans la ville de Mkambe. Selon des sources sécuritaires, aucune perte n'a été enregistrée du côté l'armée camerounaise. Il faut dire que dans les 2 régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, une crise sociopolitique sans précédent s'est installée depuis fin 2016. Elle s'est transformée fin 2017 en conflit armé. Restons au Cameroun où l'affaire Mimi Mefo continue de susciter des réactions. Je vous propose de suivre ici celle du syndicat national des journalistes du Cameroun à la suite de l'acquittement de la journaliste de la télévision privée Equinos TV. Nous sommes plutôt satisfaits de l'abandon des charges contre Mimi Mefo. On avait déjà exprimé une telle satisfaction lorsqu'elle avait été sortie de prison samedi. Nous sommes satisfaits parce que nous en avions fait la demande. Cette demande a été satisfaite par les autorités, par le tribunal. Nous sommes satisfaits parce que les journalistes ont fait preuve de mobilisation et de solidarité. Et cette solidarité-là doit toujours rester agissante pour montrer que notre mouvement syndical est un mouvement crédible, responsable, structuré et ordonné, discipliné. Vous avez vu avec quel type de discipline nos membres sont allés au tribunal, ont écouté avec beaucoup de respect, beaucoup d'égards, la Cour, le tribunal militaire qui a abandonné les charges contre Mimi Mefo. Pas parce que le chef de l'État en a décidé ainsi. Mimi Mefo a été libérée par le tribunal militaire parce qu'elle n'a commis aucune faute professionnelle. Et le président de la République ne pouvait pas savoir si elle a commis une faute professionnelle ou pas, étant donné qu'il n'est pas journaliste et qu'il n'a jamais exercé notre métier. Notre syndicat, nos membres, les journalistes ont clairement indiqué que leurs collègues n'avaient commis aucune faute et les autorités ont adhéré à cette thèse et à cette sortie qui était la bienvenue pour protéger les droits et les intérêts de notre camarade. Au Tchad, des combats violents ont opposé depuis lundi l'armée tchadienne à un comité d'autodéfense d'habitants du massif du Tibesti, situé dans le nord du pays. Une région en proie à des affrontements de plus en plus fréquents depuis la fin du mois d'août dernier. Aucun bilan n'a été communiqué de sources officielles, mais les 2 camps compteraient plusieurs morts. Les détails. L'armée tchadienne a bombardé lundi et mardi la zone aurifère de Miski. Des combats y opposent les militaires à un comité d'autodéfense créé début novembre par des habitants de la région qui se disent excédés par des exactions de l'armée. Aucun bilan n'a été communiqué de sources officielles, mais les 2 camps compteraient plusieurs morts. Ni le gouvernement ni l'armée ne s'est exprimé officiellement au sujet de ces affrontements dans le Tibesti, mais le président Idriss Déby Itno a annulé un voyage à Palerme, en Italie, pour rentrer lundi soir à N'Djamena. Le comité d'autodéfense créé début novembre dans la circonscription de Yébibou proteste contre l'opération punitive de l'armée tchadienne dans la zone de Miski et entend y défaire l'armée. Depuis fin août, l'armée tchadienne a mené plusieurs offensives proches de la frontière libyenne dans le Tibesti pour nettoyer la zone des orpailleurs illégaux et lutter contre les incursions de groupes rebelles tchadiens basés en Libye. De nombreux habitants de la zone disent protester contre la récupération de l'exploitation aurifère par la famille du président Déby et contre le nouveau découpage administratif qui rattache la localité à la région de Borkou.
La conférence internationale sur la Libye qui s'est déroulée en Sicile a été plombée avant même son ouverture par les divisions persistantes entre Libyens d'une part et pays tiers impliqués d'autre part. Lors de la conférence de presse de clôture, le Premier ministre italien Giuseppe Conte a estimé que le processus de stabilisation de la Libye doit être totalement laissé aux Libyens. Reportage. Boycott de l'un des principaux acteurs sur le terrain, le maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est de la Libye, coup de colère de la Turquie qui a claqué la porte de la conférence, rien n'aura été épargné au nouveau gouvernement italien, soucieux pourtant de réussir ce rendez-vous de Palerme, son premier grand défi diplomatique. Malheureusement, la communauté internationale n'a pas été capable de s'unir. Lors d'une conférence de presse à la clôture de la conférence, le chef du gouvernement italien Giuseppe Conte a estimé que le processus de stabilisation de la Libye devait être totalement laissé aux Libyens. Ma perché sicuramente il sostegno della comunità internazionale può, come dire, favorire questo processo. Le soutien de la communauté internationale peut accélérer le processus de stabilisation qui doit être totalement laissé aux Libyens. Votre destin est entre vos mains. La vostra, del vostro paese, voi siete padroni del vostro destino. Avis partagé par l'émissaire de l'ONU en Libye, Gassam Salamé, qui a noté une convivialité beaucoup plus grande parmi les participants libyens, malgré le boycott de la réunion par le maréchal Haftar. And where I heard and saw a much higher level of conviviality. J'ai entendu et vu un niveau de convivialité beaucoup plus élevé parmi les parties prenantes libyennes et je considère donc cette conférence comme un succès et une étape importante dans notre lutte commune pour ramener la paix, la sécurité et la prospérité pour le peuple libyen. Security and prosperity to the Libyan people. The Libyan people deserves a life that is much better than the one they are. Le peuple libyen mérite une vie bien meilleure que celle qu'il mène. Et voir que la communauté internationale peut se rassembler et leur envoyer un message unifié qu'il est grand temps qu'ils prennent leur destin en main est crucial. Hands with our support is crucial. Dans le communiqué final de la conférence, les participants ont souligné notamment la nécessité de préparer le cadre constitutionnel pour la tenue d'élections, de soutenir la conférence nationale de l'ONU et d'appuyer la formation d'une armée unifiée sous une autorité civile. En République démocratique du Congo, suite au revirement des opposants Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, qui ont retiré leur signature d'un accord de l'opposition, moins de 24 heures après l'y avoir apposé, la Fondation Kofi Annan, qui a assuré la médiation de ces négociations, a choisi de rendre public tous les engagements pris par les opposants à Genève. La Fondation met aussi en exergue les sanctions qui seront appliquées en cas de rupture du contrat. Reportage. Rendre public un engagement formel pris par les 7 signataires était l'un des garde-fous prévus en cas de rupture de l'accord de Genève. Ainsi donc, au lendemain du retrait de Félix Tshisekedi, président de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, et de Vital Kamerhe, chef de l'Union pour la nation congolaise UNC de l'accord, la Fondation Kofi Annan, qui a assuré la médiation de ces négociations, a décidé ce mardi de publier tous les documents négociés et signés par les 7 principaux leaders de l'opposition. Parmi ces textes publiés, il y a 7 lettres d'engagement. Comme les 5 autres signataires de l'accord de coalition de Genève sur une candidature commune, Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe s'étaient engagés sur l'honneur à respecter scrupuleusement toutes les dispositions de l'accord, y compris son préambule, ainsi que tous les tests y afférents. En cas de non-respect de l'accord, les signataires se sont engagés à mettre fin à leur carrière politique, de se soumettre aussi à l'opprobre de la nation et la sanction de ses pairs. Un engagement particulièrement lourd de conséquences donc, que les 7 leaders de l'opposition avaient eux-mêmes choisi de rédiger et de signer. Les opposants Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi ont justifié leur départ par la pression de ce qu'ils appellent leur base politique. Une décision qui a du mal à passer auprès de certains Kinois qui ont décidé de voter pour l'opposition en décembre.
En Guinée, des femmes de l'opposition sont descendues dans la rue mardi. Objectif, réclamer justice pour les victimes des manifestations depuis 2011. Mais leur manifestation a été dispersée à coups de gaz lacrymogène. Les images. Réclamer justice pour les victimes des manifestations depuis 2011. Voilà l'objectif poursuivi par les femmes de l'opposition républicaine en organisant ce mardi une manifestation pacifique en Guinée. Mais la manifestation a été stoppée au niveau de la Bellevue où les forces de l'ordre sont intervenues à coups de gaz lacrymogène pour disperser les manifestantes. Mais contrairement à la dernière manifestation des opposantes qui avait également été empêchée à Donka, cette fois plusieurs manifestantes ont été blessées. Cette marche intervient une semaine après la mort par balle de 2 personnes en marge d'une marche de l'opposition qui accuse le pouvoir de violation d'un accord sur l'installation des élus locaux après les élections locales du 4 février dernier. Selon les manifestantes, 101 personnes ont perdu la vie dans des manifestations depuis l'arrivée au pouvoir du président Alpha Condé. Ce journal se poursuit et nous sommes cette fois-ci au Bénin dans le but de se prononcer sur les difficultés que vivent les étudiants. L'UNEB, entendez, l'Union nationale des étudiants du Bénin, a organisé une conférence de presse. Pour plus de précisions, je vous propose de suivre le président de cette institution estudiantine. Il est vrai que les nombreuses réformes entreprises par le gouvernement dans le sous-secteur de l'enseignement supérieur concourent à une meilleure compétitivité des produits des universités publiques du Bénin sur le marché sous-régional et même international. Mais force est de constater que ces réformes sont en déphasage avec le système éducatif béninois actuel. Nous en voulons pour preuve le nombre exponentiel de bacheliers laissés pour compte par les mesures sélectives instaurées par le gouvernement, sans aucun système de récupération établi à leur intention. L'UNEB, loin de vouloir s'ériger en donneur de leçons, demande avec vigueur l'abrogation pure et simple du décret 2017-155 du 10 mars 2017 portant critères d'octroi des allocations universitaires. Nous exigeons le paiement des arriérés des allocations universitaires qui datent de 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018. Nous réclamons le paiement sans délai des arriérés des frais de stage et mémoire des étudiants remplissant des conditions pour bénéficier de ces subventions. C'est la seule condition indispensable aujourd'hui qui puisse soulager les étudiants dans leur souffrance académique. Nous recommandons au gouvernement d'abandonner sa politique de privatisation du secteur social dans nos universités. L'UNEB reste catégoriquement contre toute réforme entreprise dans ce sens. Au Sénégal, le gouvernement semble avoir trouvé la bonne formule pour faire face au surpeuplement des universités publiques. Depuis 2012, l'État oriente une partie des bacheliers vers des écoles supérieures privées en prenant en charge leurs frais de scolarité. Seul bémol, depuis 3 ans, l'État peine à honorer ses engagements financiers auprès de ces établissements privés. Reportage Tchèque Berthet. Dans sa chambre, Souleymane prépare son thé, devenu son passe-temps. Depuis 2 semaines, il ne part plus à l'école. Son établissement a suspendu ses cours car l'État n'a pas payé ses frais de scolarité. Une situation difficile pour lui qui rêve de devenir biologiste. Aujourd'hui, il craint pour son avenir. Je ne dors pas. Je me sens menacé. Je me sens exclu du pays. Moi qui devrais faire une formation de 2 ans. Et alors, dans ces 2 ans-là, il y a eu 3 ruptures. En une année, il y a eu 3 ruptures. Et si ça continue? Où je vais aller? Cela veut dire que c'est fini, c'est terminé. À l'Institut professionnel de l'entreprise, les salles sont vides car l'effectif de l'école est à 65% composé des élèves orientés par l'État et en leur absence, l'école se voit obligée de suspendre les cours. Une mesure drastique mais nécessaire selon le directeur de l'école. L'État lui doit presque 1 année de fonctionnement. On doit de l'argent donc aux enseignants, à nos personnels, et aux banques surtout, qui nous avaient fait des avances sur ces factures-là.
Ce qui fait qu'aujourd'hui, la situation est extrêmement difficile pour nous. Parce qu'ils sentent leur avenir menacé, les étudiants exclus se sont regroupés au sein d'un collectif. Ce matin, ils se réunissent pour discuter d'une stratégie de lutte à adopter. On n'exclut aucune forme de combat, donc on met tout en œuvre pour pouvoir aboutir à ce que nous voulons. Mais jusque-là, on n'a pas obtenu gain de cause. Et nous nous posons la question à savoir, est-ce que nous sommes des Sénégalais à part entière? Est-ce que nous bénéficions pas les mêmes statuts que ceux qui sont là du public? La situation risque de perdurer. Contactés, les autorités ont expliqué que 8 milliards de francs CFA sont prévus pour éponger la dette auprès des établissements. Ces montants restent toutefois très loin des 16 milliards qui réclament les établissements privés. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi.